Nous sommes nombreux à y vivre au point peut-être de la rendre invivable. La ville est-elle un enfer ou un paradis? Soyez les bienvenus dans ce nouveau magazine Enquête de région. En Bourgogne-Franche-Comté, il existe une vingtaine de villes de plus de 10 000 habitants. Près d'un tiers de la population régionale y vit. Les villes sont attractives donc, mais aussi rebutantes à plus d'un titre, car la ville est parfois embouteillée, souvent polluée, toujours bruyante. Alors comment les rendre plus séduisantes? Comment les rendre plus respectueuses de l'environnement? En un mot, plus agréables à vivre? Ces questions, nous les avons posées ici, à Dijon, mais aussi dans plusieurs villes de toute la Bourgogne-Franche-Comté. Enquête de région, la ville, enfer ou paradis? C'est tout de suite, voici le sommaire. Quelle ville pour demain? Notre habitat évolue en permanence pour concilier environnement et urbanisme. La ville, elle doit s'adapter aux pratiques et elle doit en même temps inciter à des pratiques nouvelles. C'est les deux à la fois. La majorité des Bourguignons et des Francs-Comtois vit en zone urbaine où la population ne cesse de croître et avec elle les pollutions et nuisances de tous ordres. Ces gens qui sont toujours en train de râler dès qu'il y a un peu de bruit ici, mais lorsqu'ils sont en vacances, ils sont super contents de dire « Ah, à tel endroit, ça bouge, c'est ça ». Asnières-les-Dijon propose les avantages de la ville sans les inconvénients, de la verdure, des espaces, mais aussi des services et des équipements. Asnières, pour nous, c'était vraiment l'intérêt d'être proche de Dijon, parce qu'on est vraiment à 5 minutes. Et à la fois, on voulait être un peu à la campagne, les tracteurs, les champs, avec les enfants, pouvoir se promener dans la nature. On résume trop souvent Montbéliard au site industriel qui semble l'encercler. Mais lorsqu'on entrouvre les portes de son centre historique, la Cité des Princes apparaît plus que jamais comme la ville idéale. On a passé le portail, il y avait des écureuils, le dos était à la ville et la face c'était à la campagne. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. La ville, enfer ou paradis? C'est tout de suite dans Enquête de région. C'est le défi majeur des prochaines décennies. Comment adapter nos villes au réchauffement climatique? Ici à Dijon émergent des initiatives pour limiter notre impact sur l'environnement. Construction d'écoquartiers, transport moins polluants, moins bruyants également. La ville de demain se prépare aujourd'hui et elle sera bien différente de ce que nous connaissons. Marie Joly avec Gabriel Talon et Pascal Dibetta. Si vous habitez en ville, ces images vous parlent forcément. D'interminables bouchons, des chaleurs insupportables l'été, des pics de pollution. Et que dire de ces inondations à répétition. La ville est de moins en moins vivable, et pourtant c'est là que nous sommes de plus en plus nombreux. Alors il devient urgent de la réinventer. À Dijon, cet écoquartier est l'un des modèles de la ville de demain. Partout, la végétation est préservée, l'herbe pousse même sur les toits. On y trouve aussi un jardin partagé. Urbanistes, paysagistes et architectes ont travaillé ensemble sur un même objectif, répondre aux enjeux climatiques. C'est d'une part l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire un bâtiment très bien isolé par l'extérieur avec la masse construite à l'intérieur, de la brique en l'occurrence. Des appartements traversants qui permettent une ventilation naturelle très importante par temps de canicule. Et des loggias sur les faces exposées au soleil qui non seulement sont des espaces de vie, mais de protection solaire. On arrive dans l'ensemble séjour cuisine, on est sur des petits immeubles, donc on a la chance d'avoir beaucoup de logements en angle, ce qui permet d'avoir des baies sur deux orientations différentes. On essaie toujours d'avoir un espace cuisine un peu à vivre, ouvert sur le séjour, mais quand même un peu séparé. Et puis une grande baie sur le balcon, qui permet d'avoir un vrai espace extérieur à vivre sur toutes les plantations qui ont pu être conservées depuis l'origine. C'est un quartier très paisible où il fait bon vivre.
Le fait d'avoir beaucoup d'espaces verts est quand même très agréable. Il y a des brins de verdure qui permettent de faire des balades, quand même assez sympa dans le quartier. Il y a l'école qui est pas très loin non plus, donc niveau balade, c'est quand même sympa. C'est très agréable d'être à côté de l'école, c'est surtout pour ça que j'ai choisi ce quartier. Et puis il y a aussi une vraie vie de quartier, oui, c'est agréable. Les gens sortent, sont souvent dehors, se connaissent, les enfants jouent ensemble. Depuis une dizaine d'années, les écoquartiers se multiplient avec pour objectif aussi de favoriser la mixité sociale. S'ils constituent de réelles avancées dans notre modèle urbain, les architectes rêvent d'aller encore plus loin. Les limites peut-être, c'est qu'en France, on est encore très sur un terrain, une parcelle, une clôture, un chez-soi, avec chacun son terrain, sa clôture. Et les modèles nordiques, par exemple, sont sur des villes beaucoup plus fluides, où on se déplace beaucoup plus facilement et où on peut aussi plus facilement mélanger les fonctions. Les Hollandais, par exemple, sont très réputés pour être capables de construire des opérations complexes avec de l'habitat posé au-dessus de commerces. Tout ça, en fait, intégré, ce qui fait en fait la richesse de la ville, souvent. Dans cet autre quartier, tout juste sorti de terre, changement de décor. La place a été entièrement laissée aux maisons, 40 logements avec jardin et toujours ce souci de mettre l'écologie au cœur du projet. Les maisons ont été construites en ossature bois. C'est un matériau naturel, écologique, mais également un excellent isolant. La production d'eau chaude et le chauffage sont assurés par des pompes à chaleur. Certaines de ces maisons sont dites à énergie positive, ce qui veut dire qu'elles produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Donc comment on arrive à ce résultat? Tout simplement en installant des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Ce couple s'est installé ici en décembre dernier et compte bien y rester. Le fait d'avoir un petit jardin en centre-ville, voilà, nous on a signé pour ça et puis c'est ce qui nous plaît. Et puis moi j'utilise que les transports en commun, donc monsieur a la voiture, mais moi c'est vrai que je prends le tram, donc il fallait qu'on soit près d'un arrêt de tram ou d'un arrêt de bus. Les transports, c'est justement l'autre enjeu de la ville de demain. Tout est fait pour inciter les habitants à laisser la voiture pour se tourner vers des modes beaucoup plus doux. L'objectif est double, répondre aux problèmes d'engorgement et de nuisances sonores, mais aussi améliorer la qualité de l'air pour une meilleure santé. Nos villes évoluent en permanence et cet élu en est convaincu, la crise du Covid va encore changer la donne. Les gens se sont aperçus que leur déplacement leur coûtait de l'argent et du temps. Donc le télétravail va impacter, alors on ne sait pas encore comment, mais la ville devra aussi s'adapter à ça. S'il y a moins de gens qui ont la nécessité de venir en ville en voiture, on va laisser plus de place aux piétons et aux autres usages. Donc la ville, elle doit s'adapter aux pratiques et elle doit en même temps inciter à des pratiques nouvelles. C'est les deux à la fois. Et parmi les grands projets à Dijon, l'hydrogène présenté comme le moteur de la transition énergétique. D'ici 2030, tous les bus et toutes les bennes à ordures de la métropole devraient fonctionner grâce à cette énergie verte. Ils ne rejetteront plus de pollution atmosphérique puisque ce sera de l'eau qui sortira de leur pot d'échappement. Et donc, évidemment, en termes de bruit, en termes de pollution, il y a un très net gain. Et donc, il y a un enjeu écologique à ce qu'on transforme des véhicules qui aujourd'hui fonctionnent soit au gaz, soit au fioul, en véhicules à hydrogène. Ce projet est à ce jour l'un des plus ambitieux en France. 180 millions d'euros seront investis sur les 10 prochaines années. La station de production d'hydrogène verra le jour dès 2022, installée à côté de l'usine qui collecte nos déchets pour une énergie en circuit court. Sur ce site, on incinère les déchets qui produisent de l'énergie électrique. Cette énergie électrique sera utilisée dans un dispositif qui permettra de fabriquer de l'hydrogène qui va être utilisé par les moteurs des camions pour collecter les déchets. Donc on a un cercle vertueux, une économie circulaire autour de la production d'énergie. Comment aujourd'hui aller encore plus loin? À quoi ressembleront nos transports d'après-demain en quelque sorte? Pour les opérateurs de transport public, la mobilité du futur sera encore plus écologique et partagée. L'un des projets phares, c'est le bus électrique autonome qui ressemblera à ces navettes déjà en circulation en Île-de-France.
Ce serait une première en fait, notamment en France, et puis ce serait d'ailleurs un équipement qui serait à 95% français. Aujourd'hui, on a des bus électriques, on a des navettes autonomes, mais nous n'avons pas la combinaison en fait d'un bus électrique autonome. Donc c'est vraiment en fait un pas vers de la mobilité partagée, décarbonée, mais donc avec un déploiement qu'on pourrait imaginer ensuite en 2024 si tout va bien. Nos villes sont donc en perpétuelle évolution. À ce jour, l'une des plus visionnaires se trouve en Asie, à Singapour. Ici, la végétation recouvre les rues, grimpe sur les immeubles. Tous les logements sont peu à peu transformés pour produire autant d'énergie qu'ils en consomment. L'ambition, c'est que la ville devienne la plus écologique au monde d'ici 2030. En France, nous n'en sommes pas encore là, mais nul doute que la transition énergétique est bien l'enjeu de ce 21e siècle. Comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville. Aurélien Larobe, vous êtes élu municipal ici à Besançon en charge de l'urbanisme. Alors sans aller jusqu'aux immeubles un peu futuristes de Singapour, elle ressemble à quoi pour vous la cité idéale, la ville du futur ? La cité idéale et la ville du futur, c'est déjà on parle d'une ville, donc c'est-à-dire qu'il y a des habitants qui habitent et donc de l'habitat, mais également c'est une ville qui est capable de préserver de la biodiversité. On le voit d'autant plus avec la crise Covid. Les gens ont envie d'espaces de verdure et d'espaces extérieurs auxquels accéder proches de chez eux. Donc c'est un compromis entre ces deux éléments, la ville du futur. Alors espace de verdure, ça tombe bien, on est ici au Vette. La ville a un projet de construction d'écoquartier. Il y a une forte résistance des riverains, il y a des recours devant la justice. Pourquoi la ville de Besançon, la municipalité écologiste de Besançon veut construire ici, dans ce qu'est aujourd'hui un îlot de verdure ? Alors je pense que l'écologie, on parle ici des Vettes, mais c'est un aspect global, c'est vraiment quelque chose dans son ensemble, à appréhender dans son ensemble. Et un point central de l'écologie, c'est l'impact en carbone. Quand vous habitez ici dans une ville, vous êtes à proximité des transports en commun, il y a le tram qui passe juste derrière nous, il y a tous les agréments commerciaux, vous pouvez aller faire vos courses en pharmacie, en supermarché à proximité. Vous pouvez faire tout soit avec des transports en commun, soit avec votre vélo, soit à pied. Et ça vraiment en impact carbone, c'est hyper intéressant, puisque ça veut dire que vous polluez moins et que quotidiennement, vous consommez moins de ressources en énergie de la planète. Mais on n'arrête pas de dire qu'il faut conserver des îlots de verdure, des îlots de fraîcheur en ville. Alors, là c'est exactement où on est. Et alors là, à l'endroit où on est, il se trouve que le projet n'est pas déployé là où on a nos pieds. Donc c'est la preuve qu'on garde. Ça sera juste derrière notamment. Ça sera exactement juste derrière, donc entre des immeubles et entre de l'habitat déjà existant. Donc on densifie à certains endroits. L'intérêt de densifier, c'est justement de garder des grands espaces de verdure à proximité qui seront accessibles à tous et en parc. L'idée de construire en ville, c'est aussi d'éviter l'étalement urbain ? L'idée de construire en ville, c'est d'une part d'éviter l'étalement urbain, et d'autre part, comme je vous le disais, c'est sur l'aspect carbone. Malheureusement, quand vous allez habiter loin, à 30 km d'une grande ville, vous êtes probablement, pour emmener vos enfants à l'école, obligé de prendre la voiture, pour aller faire vos courses, obligé de prendre la voiture, et pour aller à votre travail, également obligé de prendre la voiture. Quand vous êtes en ville, vous pouvez faire tout ça via d'autres manières, donc en impact carbone, c'est vraiment intéressant. Et ça permet également à ces personnes d'être plus près de la biodiversité, comme sur ce site où on souhaite la garder. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu social ? Comment permettre à toutes les bourses d'avoir un logement en ville ? Parce qu'aujourd'hui, habiter en ville, ça coûte quand même cher. Alors, habiter en ville, ça coûte quand même cher. Après, il faut tout mettre en perspective. Comme je le disais, sur l'aspect voiture, si vous habitez en ville, sur ce site, vous pouvez, alors pas tout le monde, mais bien entendu les personnes qui travaillent à proximité, peuvent se passer par exemple d'une voiture. La voiture, c'est un coût énorme dans le budget d'une famille. Et donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est que sur ce projet, on vient mettre 30% de logements sociaux et 15% de logements abordables. Ce qui veut dire que 45% des logements, ce qui est quasiment la moitié, sera accessible au plus grand nombre et à toutes les bourses, comme vous le dites. Oui, beaucoup d'entre nous rêvent d'une maison individuelle avec jardin, on en a beaucoup parlé, notamment après la crise du Covid. Évidemment, cet objectif, c'est inatteignable pour beaucoup d'entre nous en ville. Oui, effectivement. En fait,
tout le monde pourrait avoir une maison avec jardin en ville, ça serait envisageable, mais ce qui veut dire que vous n'avez plus de parc et plus de biodiversité environnante. Donc en fait, le choix, il est entre le fait de densifier un endroit pour avoir de la nature à proximité, ou de se dire tout le monde a sa voiture, sa maison individuelle, et donc tout le monde a son petit jardin, mais à ce moment-là, il n'y a plus de parc. Donc là, le choix qui est fait, c'est plutôt de se dire on va densifier un endroit pour que ce ne soit pas densifier un autre, et donc garder des espaces naturels à proximité d'endroits densifiés. Être élu à l'urbanisme, c'est faire tous ces compromis au quotidien. Être élu à l'urbanisme, c'est un monde extrêmement complexe. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc l'équation, c'est une équation à 10 chiffres, même beaucoup plus. Donc c'est extrêmement complexe à résoudre et il faut faire des compromis entre ces différents éléments, puisqu'il faut également apporter des logements qui conviennent aux personnes. Si on bâtit des logements qui ne conviennent pas aux personnes, les personnes n'y viendront pas habiter. Donc en fait, il faut prendre l'aspect des habitants, il faut prendre l'aspect de la biodiversité, il faut prendre l'aspect écologique en compte. C'est vraiment une équation complexe qu'on essaye de résoudre quotidiennement. Et en fonction des envies des habitants, elle peut évoluer dans le temps et on essaye de recueillir ça pour la construire. Merci Aurélien Larope, un élu qui fait des compromis, donc merci. Merci beaucoup. Si les grandes villes dynamiques ont la cote, elles ont aussi les défauts de leur qualité. Car pour bon nombre de citadins, la ville au quotidien, c'est beaucoup de désagréments. Des difficultés à se déplacer, une pollution atmosphérique mais aussi sonore, des nuisances exaspérantes listées pour nous par Fabienne Lemoine avec Lucie Thierry et Vincent Grandemanche. Au pied de plusieurs collines, dominées par la citadelle avec ses toits et clochers emblématiques, Besançon et ses multiples facettes. Côté Pile, le calme d'une ville moyenne entourée par la nature. Côté face, la vie citadine et ses nombreux inconvénients. Et quand il s'agit d'évoquer les nuisances sonores, les rues animées sont souvent pointées du doigt en premier. Ce patron de bar reçoit régulièrement des plaintes. Je sais qu'il y a des voisins qui sont très mécontents. Et voilà, ça fait partie de ces gens qui sont toujours en train de râler dès qu'il y a un peu de bruit ici. Mais lorsqu'ils sont en vacances, ils sont super contents de dire « Ah, à tel endroit, ça bouge, c'est ça ». C'est ici, au service hygiène et santé de la ville, qu'atterrissent toutes les plaintes contre les bruits de voisinage. Les agents reçoivent une centaine chaque année. Un quart d'entre elles concernent l'activité commerciale nocturne. Une fois signalées, ces nuisances sont mesurées car elles sont considérées comme un problème de santé publique. Un environnement bruyant peut avoir des conséquences parfois graves, que ça dure longtemps, quand c'est habituel, etc., sur la santé. Alors ça peut aller de simples troubles de l'audition, une surdité, parfois passagère, mais aussi parfois ça peut aller jusqu'à des surdités irréversibles. Et puis, ça peut générer des situations de stress avec un certain nombre de complications cardiovasculaires, notamment l'hypertension. Dans un premier temps, les services font de l'information et de la prévention en tentant de trouver des solutions à l'amiable. Et il y a eu donc en 2014 la signature d'une charte de la vie nocturne. Une quarantaine de commerces, de lieux de vie nocturne à Besançon qui sont engagés donc à faire en sorte que on puisse s'amuser en respectant un certain nombre de règles et puis en essayant de vivre ensemble dans cette belle ville. En journée, les terrasses peuvent aussi être un problème pour les piétons et en particulier les personnes à mobilité réduite. Vous avez un livreur, comment voulez-vous qu'on passe ? Il y a moyen d'arrêter les vélos juste en face, il y a des barrières pour les accrocher. Vous voyez ? C'est 140 cm. 140 cm libre de tout accès. Il y a une table au milieu, là-bas, c'est pareil. Excusez-nous, monsieur. Voilà. C'est bon. Yves Ketterer milite pour améliorer l'accessibilité au trottoir. En hypercentre, avec son association, il mène une campagne de sensibilisation des usagers et en particulier des automobilistes. Je vais mettre un petit peu de PV pédagogique où il est bien précisé « Ceci n'est pas une amende, mais cette infraction devrait vous coûter 135 €. Et je vais mettre ça sur le pare-brise de monsieur. J'aimerais bien pouvoir remonter sur le trottoir, vous voyez. Mais ça, un trottoir sans bateau, c'est impossible. Si on supprime ces quelques stationnements, on peut faire au moins d'un côté un trottoir large et accessible.
Il y a 8000 places de parking en ouvrage autour de la boucle. Donc voilà, à un moment donné, c'est un choix. Nous plaidons pour que la voiture retourne à sa juste place dans un centre-ville, c'est-à-dire en parking. Les gens ne se rendent pas compte des difficultés qu'on a. Et puis des difficultés que ça pose quand on est en fauteuil, il n'y a pas de bateau, il y a donc voilà. repartir. Les bouts de verre, alors là, c'est la cata. On crève et puis on n'a pas de roue de secours. Tout à fait, nous on peut pas. Alors bon, c'est vrai que c'est un petit peu ce que j'entendais, vous parliez des angoisses. Oui, il y a des fois, c'est un peu angoissant de se dire je pars, mais je ne sais pas si je vais revenir, quoi. Enjeux climatiques et de santé publique, la marche à pied se heurte à plusieurs obstacles. Un baromètre a évalué les villes marchables. Parmi celles de moins de 200 000 habitants, Besançon fait figure de bon élève. Mais en ville, le mode de transport le plus utilisé, le voici. La voiture et son lot de pollution atmosphérique, mais aussi sonore. Bonjour monsieur, je viens pour faire une mesure de niveau sonore. Sophie Pujol étudie les relations entre santé et environnement, notamment l'exposition de la population au bruit. Nous lui avons demandé de mesurer le niveau sonore sur la terrasse de notre rédaction. On a un niveau sonore qui est élevé, hein. On dépasse facilement les 65 décibels. Et donc là, on est dans le domaine de la gêne, principalement parce que ça nous gêne au niveau des conversations. En fait, on va avoir du mal à discuter. Et puis simplement, on sent, pour nos oreilles, en fait, on sent que c'est un niveau sonore qui est plutôt agressif. Et voilà, on se sent moins bien. Enfin, la gêne, c'est un sentiment de déplaisir. À Besançon, on trouve aussi bon nombre d'îlots préservés, des enclaves totalement silencieuses. Au CHU de Besançon, ces chercheurs ont modélisé et cartographié les bruits de la circulation routière. En rouge, les axes les plus bruyants. En vert, les zones calmes. Ben là, on retrouve ce que les Bisontins connaissent, c'est-à-dire un effet assez important du bruit sur les rues. Et puis dès qu'on quitte ces rues et qu'on rentre dans les premières cours, deuxième cours, on a un niveau de bruit qui s'effondre. Et donc on a un contraste extrêmement fort. La réglementation européenne oblige les villes de plus de 100 000 habitants à réaliser et rendre publique leur carte du bruit. L'environnement sonore est l'une des préoccupations essentielles des habitants. Voilà plus d'1 an que cet agent immobilier le remarque. Pour nous le prouver, il nous conduit dans ce vaste appartement situé en plein cœur de la ville. Donc le salon, il est entre les deux chambres et toutes ces pièces donnent sur rue. Donc vous avez l'avantage de bénéficier d'une superbe vue sur le palais Granvelle qui offre beaucoup de lumière l'après-midi étant donné qu'on est exposé sud, avec le désagrément d'entendre aussi eh bien, le passage sur la rue, notamment des bus. Vide depuis 1 an, à plus de 330 000 € pour une surface de 160 mètres carrés, les potentiels acquéreurs préfèrent investir en périphérie. On constate qu'il y a des nouveaux critères qui n'existaient pas forcément avant, alors qui pour le coup ne sont pas compatibles avec les biens de centre-ville, notamment pour l'accessibilité, le confort du stationnement, le calme effectivement, pour lequel on n'a pas grand-chose à faire au centre-ville. Mais la gêne occasionnée par le bruit est une donnée en grande partie subjective et difficile à mesurer. Pour un même niveau acoustique, 70 décibels, si c'est 70 décibels qui sont liés à une voiture et que vous êtes passionné de voiture, 70 décibels qui sont liés à des oiseaux ou à une moto, vous, personnellement, vous n'allez pas le vivre de la même façon. Et donc, on aura une gêne déclarée sur un même niveau acoustique. Ça ne va pas tous nous gêner de la même façon. Certaines nuisances ressenties font consensus. Pour les habitants de Beure, le point noir n'est qu'à quelques centaines de mètres. Ce petit village jouxtant Besançon est traversé par cette nationale, un axe emprunté par 2000 poids lourds qui connaît des embouteillages quotidiens. Pour la traverser en toute sécurité, il faut donc s'armer de patience. La priorité de circulation autour de l'axe de la nationale, il a été donnée aux voitures. Les piétons sont quand même les grands oubliés, il n'y a pas des trottoirs partout. C'est difficile de traverser à peu près à tous les points. Son association Beure Respire milite pour la réduction du trafic routier. Dans sa ligne de mire, le doublement de la RN 57 entre Beure et Micropolis.
Ce projet de l'agglomération, récemment adopté par la ville de Besançon, malgré l'opposition de sa maire écologiste. Si on enlève les poids lourds, si on réduit les voitures par le covoiturage, si on réduit les voitures par les transports en commun, il y aura moins de voitures, il y aura moins de bouchons, il y aura moins besoin de faire des nouvelles routes, moins de nuisances, on artificialise moins les sols. Enfin, au même problème, on peut apporter plein de solutions différentes. À notre sens, encourager l'aménagement routier maintenant, c'est une absurdité. En France, 8 personnes sur 10 vivent en ville. La Bourgogne-Franche-Comté est la région qui compte le moins de citadins, mais cette population ne cesse de croître malgré les différentes sources de nuisances. Alors comment concilier qualité de vie, accessibilité et développement économique? Ce défi sera au cœur des futures politiques d'aménagement urbain. Guillaume Girard, vous êtes géographe, vous dirigez un bureau d'études spécialisé dans les déplacements urbains. On a l'impression parfois que les villes sont devenues un enfer pour les automobilistes. Est-ce que cette impression, c'est une fausse impression ou est-ce que c'est aujourd'hui vraiment la réalité? Alors je pense que c'est une fausse impression, mais peut-être s'interroger s'il y a une vingtaine d'années, l'enfer c'était pas d'être piéton ou cycliste et que maintenant on a peut-être rééquilibré un peu les modes de déplacement en ville et que c'est plutôt le changement des pratiques modales d'une partie de la population qui impose ces changements-là auprès des politiques et que la politique de la mobilité qui sera mise en place dans les années à venir continuera à faire une place plus prépondérante aux modes dits actifs que sont la marche, le vélo, la trottinette et bien évidemment les transports collectifs. Alors pour cohabiter, il faut partager un même espace et ça c'est pas forcément évident. On a l'impression que des fois la voirie où tout le monde se croise c'est un peu un champ de bataille. Alors un champ de bataille, une nouvelle fois, c'est peut-être un peu dur, dans le sens où sur ce champ de bataille, les acteurs sont souvent les mêmes. Un automobiliste, il peut aussi être piéton à un autre moment, alors il ne va pas non plus être dans cette dimension-là. Non, je pense que la difficulté qu'on a en France, et notamment par rapport au tissu patrimonial qu'on a, c'est qu'on ne peut pas pousser le bâti. Donc si on ne pousse pas le bâti et qu'on reste justement sur la tramviaire, donc la voirie qu'on a actuellement, il faut laisser une place à chaque mode. Donc le piéton, généralement sur trottoir. Si on met les cyclistes sur un site propre, il lui faut aussi une dimension importante. Le transport collectif, également avoir une place prédominante, comme vous pouvez l'avoir avec des tramways ou des bus en site propre. Et l'automobile. Si vous faites le calcul et qu'on laisse un mode à chacun, on arrive vite à des voiries de 30 mètres de large. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Donc forcément, l'enjeu tout à l'heure que je vous évoquais de cohabitation devient un impératif pour les villes. Et donc c'est bien de trouver un équilibre entre ces différents modes de transport pour que l'automobile puisse cohabiter avec le cycliste sur le même espace. Et donc là, on va avoir des enjeux en matière de limitation de vitesse, mise en place de zones 30, de zones de rencontre, qui permettent justement cette cohabitation modale. Pour développer la pratique du vélo, pour que les gens marchent, il faut des espaces sécurisés. Ça veut dire aussi des espaces pris sur la voirie dédiée aujourd'hui à l'automobile, non? Alors ça peut l'être surtout si on est dans des voiries où on a des circulations automobiles autorisées de l'ordre de 70, 80 ou 90 km/h dans certains départements. Là, effectivement, il faut absolument un site propre pour pouvoir garantir la bonne sécurité des cyclistes. Mais dès qu'on arrive à 50 et encore plus à 30 ou 20 km/h, à ce moment-là, le cycliste peut se mouvoir en même temps que les automobiles en toute sécurité. L'essentiel, c'est de rappeler aux automobilistes d'avoir un comportement civique aussi avec les automobiles. Et pour leur rappeler, la meilleure des façons, c'est aussi de mettre des aménagements du type de plateaux que vous voyez de plus en plus émerger dans les villes, ce qu'on appelle des plateaux piétons, qui permettent aux véhicules de ralentir. Et comme ils sont assez successifs, ça permet à ce moment-là de garantir le 30 km/h ou le 20 km/h en fonction du choix qui a été fait. Et les transports en commun, c'est aussi essentiel comme maillon, non? Alors il est plus qu'essentiel, c'est le mode qui est en opposition à l'automobile qui doit être celui qui doit être le plus développé. La difficulté qu'ont les transports en commun, c'est l'étalement urbain qui a eu lieu ces 40-50 dernières années. Quand vous regardez la population des villes au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr à Dijon, à Besançon, mais aussi à Mâcon, Lons-le-Saunier ou Chalon-sur-Saône, on voit bien que la ville-centre n'a pas énormément gagné d'habitants, voire même
peut en avoir perdu et que c'est surtout sa périphérie qui a énormément augmenté en termes de population. Et même maintenant, on est passé à une grande périphérie qui continue à augmenter. Or, les transports collectifs ne sont jamais plus efficaces que quand ils font du transport dit de masse. Et lorsqu'on arrive dans un village ou une commune de moins de 1000 habitants, il est délicat de remplir l'ensemble du transport collectif. Donc il y a une nécessaire adaptation aussi des transports qui doit être faite dans les prochaines années. C'est quoi, faire de la dentelle, du sur-mesure dans les villages périphériques des grandes villes, c'est ça? Ça va être de faire du sur-mesure, du rabattement vers les grands axes de transport pour notamment le train ou le tramway, qui peut se faire en transport collectif, mais peut-être aussi avec des petits véhicules. Dans 20, 30 ans, comment on se déplacera en ville? Est-ce que ce sera très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui? Cette question elle est plus que délicate dans le sens où vous me demandez en fait de vous donner quelque chose qui dans 20 et 30 ans va peut-être m'être reproché. Donc moi je ne suis pas Jules Verne. Je pense que si on reste dans un monde où on est au même niveau technologique, la principale évolution elle va être sur la façon de posséder son automobile. Et on va voir justement une dépossession. Ça ne va plus être mon automobile, ça va être une automobile qui peut être partagée. Et donc qu'on viendra louer, emprunter à la demande, c'est ça? En fonction des besoins spécifiques? Voire même un abonnement qui sera peut-être plus cher que l'abonnement téléphonique, mais quand vous regardez les coûts de location en LOA ou en leasing des véhicules actuellement, rien n'empêche d'imaginer un abonnement entre 3, 4 ou 500 € qui vous permettent d'avoir un panel de mobilité où à l'intérieur vous pourrez prendre votre vélo en libre service, vos transports collectifs et le véhicule qui est adapté à votre besoin. Ça peut être un petit véhicule électrique à un moment donné pour aller faire vos courses, comme une familiale quand vous allez partir en vacances ou comme un utilitaire quand vous devez aller à la déchetterie. Si les centres de nos agglomérations ont tendance à perdre des habitants, c'est au profit des communes périphériques. Exemple avec Asnières-les-Dijon qui s'épanouit à l'ombre de la capitale régionale. Les avantages de la ville en quelque sorte, mais à la campagne. Elsa Bezin avec Guillaume Némal et Nicolas Tupinier. À quelques kilomètres de la capitale des Ducs, Asnières-les-Dijon, 1400 habitants en Côte d'Or. Les joies de la ville et les charmes de la campagne. C'est parti. Amandine Didion est arrivée il y a 2 ans. Dans sa valise, ses 2 enfants, Emma, 8 ans, et Raphaël, 6 ans. Tous les matins, on va à l'école à pied. C'était comme ça avant? Non, pas du tout. Avant, il fallait prendre la voiture pour aller à la crèche et pour aller à la garderie. Voilà. Et là, l'avantage, c'est qu'on habite à 2 minutes de l'école. Donc on fait tout à pied. Une envie de changement ancienne, précipitée par l'arrivée des enfants. T'as pris des masques, Raph? Oui. On a tout. Bonne journée, mon chéri. Raphaël. De nouveaux venus, plus que bienvenus pour cette institutrice de l'école. C'est sûr, oui, parce que ça permet aux écoles aussi de continuer à exister et puis dans un cadre privilégié surtout. Leur maison, la voici. Une charmante villa avec un grand jardin. Un terrain de jeu privilégié pour les enfants. Notre maison là, elle est plus grande. On a un plus grand jardin. Et du coup, elle est mieux. En vendant leur maison de 90 mètres carrés à Talent, Amandine et son mari ont pu s'offrir 200 mètres carrés dans la petite commune. Un havre de paix pour la petite tribu. Un imprévu, élève. Très bien. Cuillère. Oui. Asnières, pour nous, c'était vraiment l'intérêt d'être proche de Dijon, parce qu'on est vraiment à 5 minutes. Et à la fois, on voulait être un peu à la campagne, les tracteurs, les champs, avec les enfants, pouvoir se promener dans la nature. Est-ce qu'on a tout quand on est ici? Eh ben, honnêtement, il nous manque pas grand-chose, je crois. Car Asnières-les-Dijon bénéficie d'un énorme avantage, ses commerces. Une boulangerie. Merci à mardi, on est fidèles au moins. Un salon de coiffure. Et aux portes de la ville, un magasin de producteurs. Depuis 15 ans qu'on est ici, Asnières, Belfond, c'est des clients réguliers, c'est la boucherie locale en fait. Les bouchers dans le temps, ils achetaient directement en ferme, ils transformaient et ils revendaient.
Et nous, en fait, on a repris ce système-là. Je voudrais un morceau dans le filet de bœuf, là. Oui. Un critère de choix pour Jean-Claude. Un habitué qui aime faire ses courses tout près de chez lui. C'est très bien. C'est des produits frais, ça me convient bien. C'est à côté de chez moi, donc... Seulement quelque part, c'est ce que doit faire Suzanne pour se soigner. Allons-y, tout est prêt. Vous allez bien? Oui, ça va, je vous remercie. Ok. Comme chaque lundi, elle se rend chez sa kiné. Ça, c'est difficile pour moi. Un cabinet dans la commune, une chance pour cette patiente de 82 ans qui ne peut plus conduire. Oh bah oui, moi, comme j'habite pas loin, c'est pratique. Hein. Au début, c'était compliqué parce que depuis que j'ai été opérée du dos, il fallait que j'aille quelqu'un qui m'emmène puis qui vienne me rechercher à l'endroit des côtes. Ça va mieux à l'école? Oui, ça va. Fallait le temps qu'il s'adapte. Bah oui, il n'y a pas longtemps. Hein. Et vous êtes allé vous promener un petit peu? Oui, un petit peu, oui. Vous avez fait des gâteaux? Non, j'ai pas fait de Pas gâteau. ce week-end? Pas de gâteau. Avec le temps, les deux femmes ont même tissé des liens. Ici, on discute avec Audrey de n'importe quoi. Oui. Comme ça fait passer. C'est un peu, oui, c'est une ambiance familiale. Voilà, c'est une voilà. ambiance familiale. Oui. On se connaît depuis longue date. Bah oui, nous, ça fait déjà 3 ans qu'on se connaît maintenant. Oui. Donc oui, bah, elle sait que j'ai un petit garçon, elle sait qu'elles sont... On aime bien cuisiner toutes les deux, donc on échange des recettes et la séance passe plus vite. Asnières-les-Dijon, une commune où il fait bon vivre et où les projets fleurissent. Celle qui arpente les rues et salue tout le monde, c'est Patricia Gourmand. La mère qui tient à nous faire découvrir le terrain où sera bientôt construit un grand complexe. Il y aura la boulangerie qui sera donc sur ce fond-là, le commerce de proximité. Ici, sur 40-50 mètres carrés, une salle culturelle qui fera simplement donc l'échange entre les commerces. Et puis ensuite, on aura une grande bibliothèque. Avec le pari, une nouvelle fois, d'unir et rassembler les habitants. Les gens qui vont venir en bibliothèque pourront aussi boire le petit café et puis lire à côté. Enfin voilà, l'idée étant vraiment de faire un beau complexe de convivialité, de réception entre toutes générations. Depuis 26 ans, l'infatigable élu n'a qu'une obsession, dynamiser la ville, dont l'avenir reste fragile entre la désertification rurale et l'aspiration de la métropole dijonnaise à 8 km. Les gens, quand ils habitent à Asnières, ils reviennent habiter à Asnières. J'ai des petits jeunes qui ont fait leur classe il y a des années, ils viennent me voir, ils me disent mais quand est-ce qu'il y a quelque chose à vendre à Asnières? Je voudrais venir vivre à Asnières, avec retrouver, cette ambiance, de vivre ensemble. Asnières-les-Dijon, l'exemple type d'une petite commune qui espère bien continuer de séduire. Nacle, on a vu plusieurs de vos réalisations avant d'arriver ici dans le quartier de Palotte-Orchamps à Besançon. Pour un graffeur comme vous, c'est quoi une belle ville? Une belle ville, c'est une ville qui bouge, une ville qui change, une ville colorée, on va dire, et puis une ville empreinte de culture, quoi. Pour les graffeurs, il y a l'idée d'un musée à ciel ouvert. C'est ça la ville? Ouais, un petit peu, ouais. Je dirais que pour nous, les graffeurs, on fait nos œuvres dans la rue et c'est offert aux habitants, quoi. Donc, à la portée de tous. À la portée de tous, ouais, c'est exactement ça. C'est que on offre notre art, en fait. Donc on n'est pas dans un musée où il va falloir payer pour voir les œuvres. On est dans quelque chose de vraiment gratuit, quoi. Le graphe, il s'institutionnalise. En tout cas, c'est une impression qu'on a. Avant, les graffeurs, ils se cachaient presque. Aujourd'hui, il y a la mairie qui vient prendre une photo quand vous avez fini. C'est très différent, non? Ça se démocratise un peu, ça s'institutionnalise aussi. Ça devient
ça devient ancré dans le quotidien de tout le monde, quoi. Et on commence de plus en plus à avoir une image qui est un peu positive, quoi. C'est l'art pour l'art où il y a aussi un message politique. Vous êtes l'auteur d'une Gisèle Halimi à Besançon, vous avez fait une fresque en hommage aux soignants. C'est pas anodin de choisir ces thématiques. Non, c'est... On a dans nos statuts d'artistes une certaine revendication et un certain message à faire passer en fonction des projets, en fonction des œuvres. Mais c'est pas forcément un leitmotiv. On fait pas de l'art pour passer des messages, mais quand on peut, on s'en sert, quoi. Celle-là, derrière, il y a un message, par exemple? Celle-là, c'est un peu un hommage à Besançon, avec son histoire, par le côté un peu antique des statues et par son passé horloger, avec ce qu'on voit, les mécanismes que Maestro a fait, et avec la devise de Besançon tout en haut. Et un petit clin d'œil à la ville de Besançon avec le pigeon, qui est un peu l'animal fétiche des villes, quoi. Est-ce que les street artistes, les graffeurs sont privilégiés à Besançon? Parce que Besançon a peut-être l'image, grâce au festival Bien Urbain, d'une ville qui est ouverte en tout cas à ces arts-là. Ouais, il y a une grosse scène à Besançon et on a la chance d'avoir quelques murs d'expression libre où on peut pratiquer librement, du coup. Et on a aussi la mairie qui nous aide à pratiquer sur des projets comme celui-là, comme le projet du CHU que je viens de terminer, ou comme le projet qui a été mis en place au pôle Viot. Vous avez réalisé Gisèle Halimi. Voilà, où j'ai réalisé Gisèle Halimi et où on était une dizaine de graffeurs pour décorer ce lieu qui est tout nouveau, quoi. Merci beaucoup, Nacle, un artiste qui met un peu de couleur dans la grisaille citadine parfois. Merci à vous. Elle a pour toile de fond l'une des plus grandes usines de France. Montbéliard, tout près de Sochaux, n'est pourtant pas qu'une cité ouvrière, on l'appelle même la cité des princes, et elle dissimule quelques trésors, des joyaux architecturaux que nous font découvrir Laurent Ducrozet, Éric Debief et De Nicole. Et si le bonheur se trouvait là, de l'autre côté de l'autoroute, derrière les immenses usines automobiles? Voici Montbéliard, la cité des princes. Ceux qui résument cette ville à quelques touches de couleur sur des façades austères ignorent que le grand bleu peut parfois se trouver au-dessus de leur tête. Mais pousser les portes de cette ville un peu secrète n'est pas simple. Guillaume Sylvain, heureusement, en possède les clés. Ce pisciniste réalise à Montbéliard des choses étonnantes. Salut Patrick. Salut mon Guillaume. Ça va? Ouais. Alors, toujours content de cette piscine? Ouais, toi on a bien profité déjà tout cet été, c'était bien. La Côte d'Azur, là, juste en face de chez Peugeot. Et n'allez pas dire au propriétaire qu'il aurait pu investir ailleurs. Cette ville, il l'a dans la peau. Je suis originaire de Montbéliard et puis voilà, pour nous on a le stade, on a le FC Sochaux qu'on supporte depuis le début. Sochaux, effectivement, ça a bercé toute notre jeunesse parce que les parents étaient chez Peugeot. Aujourd'hui, ça évolue effectivement. Ces piscines sont plutôt rares dans la ville, enfin pour le moment. Elle est un peu unique sur le pays de Montbéliard, je pense. Il y en a quelques-unes aussi qui sont faites dans ce style-là, dans une autre partie de Montbéliard. dont on a fait aussi. Mais je pense qu'une fois, les gens ont vu un projet, ils ont envie d'avoir la même chose chez eux. Donc une fois que ces projets sont vus, du coup on a beaucoup plus de demandes sur ces projets-là. Ici comme ailleurs, il y a des biens immobiliers qui se refont une jeunesse à l'abri des regards. Mais certains ont des yeux de lynx, comme ces agents immobiliers. Chaque jour quand vous vous promenez, vous regardez, on ne sait jamais s'il y a un bien... Effectivement, un bien disponible à la vente ou à la location sur le marché du particulier. Les changements, les commerçants, avoir des informations. Il faut être sur le qui-vive dans notre métier de toute façon. Je vous ai trouvé un joli appartement, une sublime maison, située à seulement 5 minutes de Montbéliard. Il y a de belles choses à acheter ou à louer dans le Nord-Franche-Comté. D'ailleurs, Jérémy Aubert, le conseiller immobilier, n'hésite pas à investir les réseaux sociaux pour la promotion de certains biens.
Ce matin-là, avec son collègue, il tenait d'ailleurs à nous montrer un bel appartement. Ouais, donc c'est une grosse surface, hein, 110 mètres carrés. Le propriétaire hésite entre la location et la vente. 110 mètres carrés dans le centre historique, avec un garage et même une terrasse là au pied du château de Montbéliard. Le tout pour moins de 900 € par mois, charges comprises. Le bien est vraiment rare à la location ou à la vente. Parce qu'on a vraiment une belle surface en termes de hauteur, hein, un haut plafond comme ça. C'est vraiment plaisant, les gens ne se sentent pas enfermés. Un appartement qui sera bien sûr très vite loué. On est sur un marché immobilier qui est relativement stable depuis des années, dans des prix très raisonnables. Donc on a un intérêt pour les investisseurs, même actuellement, depuis on va dire 2 ans, à vouloir investir sur les villes du Nord-Franche-Comté et même des investisseurs venus d'autres régions. Mais dans cette ville, il y a encore trop de beautés endormies. Justine Dufour est une jeune architecte qui milite pour la réhabilitation du bâti ancien. Avec elle, quand on entrouvre les portes, là encore, on devine tout le potentiel de certains bâtiments. L'idée, c'est de recréer des logements et de mettre en avant donc cette yorde qui est un escalier typiquement montbéliardais, qui est tout en pierre et qui descend donc jusqu'au rez-de-chaussée. Moi, de mon côté, j'évite les investissements juste pour la rentabilité, puisque, encore une fois, l'idée, c'est de pérenniser le bâti et de pas faire du cache-misère. Faut y croire hein, quand même en termes de rénovation. Là. Faut y croire, il y a beaucoup de travaux, mais on voit tout de suite les volumes où on n'a pas forcément besoin de tout reprendre. L'œil averti, lui, ne voit déjà plus la poussière. On n'a plus aujourd'hui des portes qui sont travaillées comme ça dans le bois, et il n'y a qu'en rénovation qu'on arrive à avoir ça. Dans le neuf, ça n'existe plus, on sait plus faire des choses comme ça, travailler le verre. On le fait, mais à des prix qui ne sont plus accessibles. Tout près de la Lans, cette rivière qui traverse la ville, un client vient de confier une rénovation complète à la jeune architecte. Et visiblement, il y a beaucoup de travail. On fera attention à la moulure, on regardera si c'est une moulure bois. Je crois que c'est bois aussi, celle-là. Toutes en bois, ouais. Non, pas, là, celle-là n'était pas. Celle-là, elle est non, en celle-là, elle est en plâtre. Ah oui, du côté début. cheminée est en plâtre. Ouais. D'autres familles auraient renoncé, pas celle de François Jouffroy, qui est tombé sous le charme de cette bâtisse, certes un peu fatiguée, mais qui se trouve au bord de l'eau. On a envie de faire avancer la ville et puis si tout le monde s'en va, à Montbéliard, il n'en restera plus rien. Et aujourd'hui, nos activités sont liées évidemment en partie à l'économie locale, mais on ne se voyait pas faire de l'acquisition à Lyon, à Paris, dans des grandes villes. Nous, ce qui nous plaisait aussi dans ce projet-là, c'est de dire qu'on a 3 locations étudiantes au dernier étage de la maison. Et en fait, c'est super parce qu'on donne du dynamisme, une vie à la maison. Et ça, on était vraiment attirés par ça. Voici un appartement rénové par Justine Dufour. L'extérieur, lui, on impose naturellement. Le lieu vous tente, et vous avez bien raison, car une partie des bâtiments est encore à vendre. C'est sans aucun doute le bien immobilier le plus incroyable de Montbéliard, l'ancienne Banque de France. C'est un architecte alsacien qui l'a acheté aux enchères il y a quelques années. Mon père, c'est un amoureux des vieilles pierres. C'est un fan de réhabilitation, de rénovation. On a notre société mère qui est à côté de Strasbourg et on réhabilite beaucoup des corps de ferme, des vieux sites industriels. Aujourd'hui, la qualité de la construction qu'on peut faire dans le neuf, elle n'équivaut à rien par rapport à ce qui a été fait il y a une centaine d'années. C'est ce qui a plu à mon père. Même la salle des coffres est en parfait état. Plusieurs projets d'aménagement ont vu le jour, mais aucun n'a abouti. Dommage, car on peut même profiter du toit. C'est la petite partie privative qui est réservée pour les copropriétaires des 4 appartements sur la partie avant. Et il reste encore 450 mètres carrés à exploiter pour la Banque de France. C'est compliqué à vendre, il faut trouver un porteur de projet, surtout avec la situation sanitaire qu'on connaît. Mais on garde espoir, ce genre de lieux qui sont rares et qui sont magnifiques, on trouve toujours un acquéreur, mais il faut laisser du temps au temps.
regardant de la hauteur, on découvre tôt ou tard au cœur de Montbéliard cette propriété nichée dans un parc. La rêverie porte bien son nom. Les usines sont là tout à côté, mais cette élégante demeure semble se trouver dans un autre monde. Les gens imaginent qu'il y a un parc comme celui-ci là à Montbéliard? Non, pas du tout, c'est ça la grande surprise. On a 40 arts de terrain et on a vraiment un havre de paix ici. Et je pense que ça fait un petit peu le charme de la maison. Nathalie et son mari n'ont pas hésité longtemps avant d'acheter cette maison construite en 1900. Ils ont décidé de la partager en créant des chambres d'hôtes. On est arrivé ici, on a passé le portail, il y avait des écureuils, le dos était à la ville et la face c'était à la campagne. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Dans ce bastion industriel qui doute parfois de son avenir, le cœur de la ville semble battre à nouveau au rythme de ceux qui ont choisi d'y vivre par passion, loin des spéculations qui affectent les grandes métropoles. Des villes à la campagne, c'est aussi cela, le charme de la Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine sur le site internet de France 3, Bourgogne-Franche-Comté. N'hésitez pas à le partager. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Enquête de Région. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages.